Eh bien, bonjour à tous. J'espère que la présentation que je vais réaliser sera au moins aussi intéressante que les précédentes. Je dois reconnaître que la barre a été mise très haute par mes prédécesseurs. Donc moi, j'ai décidé de vous raconter une histoire. Alors, une histoire, j'ai dit une histoire, j'ai pas dit une fable, donc c'est la réalité, mais c'est l'histoire du projet, parce que le projet, il est intéressant techniquement. J'espère que vous allez arriver à la même conclusion que moi suite à la présentation, mais aussi c'est une aventure humaine qui a eu lieu, et je pense que dissocier les deux, c'est un petit peu difficile. Donc mon exposé ciblera les deux aspects, l'innovation technologique d'une part, et l'aventure industrielle d'autre part. Alors, je vais essayer de prendre le bon sens. Alors, c'est une innovation technologique, ça, c'est pas un scoop, vous êtes à peu près d'accord. L'aventure humaine, je viens de vous la citer. Et puis, la meilleure façon de commencer, c'est commencer par la fin. C'est-à-dire, je vais vous présenter ce qui s'est passé le jour où on a présenté à l'Assemblée technique et à tout le monde cette technologie. Donc, je vais laisser la parole à d'autres pendant 5 minutes et je la reprends derrière. On en vient au pari technologique de PSA Peugeot Citroën. À l'heure où les grandes marques misent généralement sur l'électrique, le constructeur français a dévoilé cet après-midi son projet de nouveau moteur, un hybride essence-air comprimé qui permettra de consommer moins de 3 litres au 100. Voici ce projet en avant-première. Luc Bazizin, Claire-Marie Denis. Bonjour à tous, au menu du jour, les innovations PSA dont l'hybride à air comprimé, un concept qui a vite PSA, qui a dévoilé le lendemain, le 22, ses recherches pour la voiture de demain. L'une de ses technologies phares est une motorisation hybride alliant essence et air comprimé. Looking to find ways to cut the cost of petrol at the pump, and now a French car maker claims to have the answer. The clever dudes at PSA Peugeot Citroën have developed a car partially powered by air. Now, the hybrid air engine runs on a combination of petrol and oxygen. It's expected to save average drivers around 45% on their fuel bill. That's good. La révélation du 2008 à Genève s'accompagnera de la présentation d'une version hybride air. Cette inédite plateforme du groupe PSA, couplant moteur thermique et air comprimé, permettrait au petit SUV de ne consommer que 2 litres au 100 km et voir ses émissions de CO2 chuter à 69 grammes. Bonsoir à tous, bienvenue dans Direct Auto. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir au cœur de la passion automobile pour une émission spéciale consacrée au Salon de Genève. Tout de suite, en images, ce qui vous attend. En matière automobile, l'avenir se lit dans les concept cars. Le futur proche avec des prototypes qui annoncent une version de série, comme le futur plus lointain pour les technologies expérimentales ou les styles avant-gardistes. Les prochains cabriolets tendance, en passant par les futurs monospaces ou les voitures qui rouleront à l'air, Direct Auto a sélectionné pour vous le meilleur des concepts de Genève 2013. Chez Citroën, il y avait aussi un prometteur concept sur base de C3. Il partage la nouvelle technologie hybride air avec le 2008 de Peugeot. Le principe est simple, au lieu d'un hybride essence-électricité, ici on associe essence et air comprimé. L'avantage, le coût. Beaucoup moins cher qu'un système électrique, il permet d'annoncer des consommations de seulement 2,9 litres au 100 km tout en limitant l'impact. Et c'est justement pour lutter contre ce réchauffement climatique et la production de gaz à effet de serre que les constructeurs automobiles font la part belle aux technologies nouvelles et celles qui sont moins polluantes. C'est ainsi que Peugeot a fait sensation au Salon de Genève en présentant un moteur hybride, une première mondiale conçue d'ailleurs dans le plus grand secret que nous présentent Pascal Boulanger, Bernard Guerny et Alain Durand. Sous les lumières de Genève, voici la voiture qui a fait l'événement mardi. Seconde partie d'Automoto, toujours en direct. Merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale consacrée au Salon de Genève. Alors, il y a une rubrique que vous adorez, je le sais maintenant dans Automoto, c'est le 200 chrono. Toute l'actualité balayée par notre reporter, l'espiègle Pierre Galassio. Alors, pour vous ce matin, place à un 200 chrono rallongé et exclusivement tourné dans les coulisses du Salon de Genève. 3, 2, 1, c'est parti.
Autre affrontement, les voitures électriques ou hybrides. Citroën, Mercedes, BMW, Toyota, Land Rover, tout le monde s'y met. Et cette année, sur le salon de Genève, les plus innovants sont sans doute Peugeot et Citroën avec ce véhicule qui a un moteur essence et une bonbonne d'air comprimé, ce qui permet de passer sous les 3 litres au 100 km. Premier tour de roue en public pour cette technologie prometteuse qui ne nécessite aucune recharge, mais encore au moins 3 années de développement. Pionnier du filtre à particules, du stop and start, de l'hybride diesel, premier à avoir commercialisé une voiture électrique, Citroën continue d'innover avec l'hybride Air, une véritable rupture technologique qui s'inscrit tout à fait dans le leitmotiv de Citroën, proposer une innovation accessible à tous et pour tous les usages. Je ne vais pas y arriver. Si, c'est bon. Alors, pourquoi ce zapping? Tout simplement pour vous expliquer la chose suivante, c'est qu'une technologie, une innovation, c'est parfois, quand les autres en parlent, qu'on le comprend le mieux. La volonté, c'est simplement vous faire une photo en disant, ben voilà, on est, vous l'avez noté sur les projections, on est en janvier 2013, donc ça fait une grosse année maintenant, et on découvre, on montre au public, on montre au monde technique cette innovation qui est hybridaire. Alors maintenant, je vais continuer à vous raconter la fable, et maintenant je fais l'histoire, pardon. Je reviens en arrière. Comment on en est arrivé là? Alors comment on en est arrivé là? Ben, c'est relativement simple. On a fait une analyse et on a dit quel est le problème de l'hybridation actuellement? L'hybridation, elle a un problème, c'est son prix. Les véhicules sont chers, certes performants, avec beaucoup de prestations, du nice to have pour les clients, mais par ailleurs, c'est parfois difficile d'arriver à se l'offrir. Et le monde des clients de l'automobile se retrouve dans une situation qui dit bon, c'est intéressant, on gagne de la conso, on a de l'agrément de conduite un petit peu différencié. Le problème, c'est arriver à se l'offrir. Et donc l'hybride a une diffusion qui commence à arriver, mais qui est notoirement freinée par son prix. Donc nous, on a pris le problème à l'envers et on a dit on veut un hybride qui est mainstream. Si on veut un hybride qui est mainstream, il faut qu'il soit accessible par les clients et que le commun des mortels n'ait pas à économiser trop longtemps ou à faire des efforts démesurés pour pouvoir se l'offrir. Partant de là, notre vecteur directeur a été le coût de la technologie. Ça, c'était le premier input qu'on a mis dans la réflexion hybridaire. Le deuxième, vous l'avez déjà vu, elle est moins sexy que celle de ce matin, la planche, mais le message est le même. Ce n'est pas une exigence européenne. Elle est certes européenne, vous voyez les 90 grammes qui arrivent par ici, les 95 grammes. On voit aussi que le marché USA ou chinois va arriver dans la même zone à quelques années près. Donc c'est une problématique mondiale et ce n'est pas que le marché européen. Deuxième réflexion, et là on revient globalement sur le coût d'un hybride. On a essayé de simuler sur cette planche la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Je vais continuer avec celui-là, je ne vous embête pas. Telle qu'elle est aujourd'hui. Donc on a en abscisse, si je le retrouve, c'est bien, on a les grammes de CO2, leur donnée, c'est un prix estimé. Alors il est estimé parce qu'on a des concurrents, on a des véhicules PSA, on a diverses sources d'origine, on a des véhicules qui sont lancés, d'autres qui ne sont pas lancés, donc c'est un prix estimé auquel le client aura accès à la technologie. Et on a défini des zones. On a défini une zone de couleur jaune qui est le monde des moteurs essence à l'instant T. Je fais une photo, voilà où je me trouve. Donc, rappelez-vous, les 95 grammes, ils sont là. C'est la moyenne auquel les constructeurs vont devoir satisfaire sur l'ensemble des véhicules vendus, donc les meilleurs, mais aussi les moins bons. Je fais une moyenne et je dois être à ce niveau. On voit que les essences, même les meilleurs, ils ont du mal à l'atteindre déjà, cette barre des 95. Donc ils ont un avantage, c'est qu'ils ne sont pas chers, ils sont en bas de la courbe, donc dans des prix relativement accessibles pour le client. Par contre, ils ont un inconvénient, c'est pas avec eux qu'on arrivera à 95 grammes en moyenne. Après, on a mis une deuxième zone qui est bleutée ici, dans laquelle on a regroupé les hybrides, quelle que soit la technologie qui se trouve derrière, et puis les diesels. Alors, les hybrides, il y a deux grandes familles, le bleu et le rouge. Le bleu, on l'a mis avec les diesels, c'est les mild hybrides, on en a parlé ce matin, je ne reviens pas dessus. Ils ont l'avantage d'avoir un potentiel de conso
supérieur, plus intéressant que les essences. Par contre, on commence à avoir une tendance qui est un petit peu néfaste pour le client, aussi bien pour le diesel que pour les mild hybrides, c'est que le prix, lui, commence à monter. Et on peut atteindre des sommets parfois difficilement accessibles pour le commun des mortels. La troisième zone, c'est le full hybride. Alors là, le full hybride, je ne reviens pas sur la définition, vous l'avez eu ce matin. Tendance, on descend les consos, toujours. Ça, c'est à peu près une Yaris, si je ne me trompe. On descend les consos, et puis on monte les prix. Donc là, la problématique, elle est entière. On a un potentiel qui va nous ramener près des 95. On voit que la moyenne des full hybrides, elle va être du bon côté vis-à-vis des attendus réglementaires. Par contre, les prix, eux, sont notoirement à la hausse et on trouve des valeurs qui sont plus pour toutes les bourses aujourd'hui. Et le dernier qu'on a mis, c'est le plug-in hybride, où là, très clairement, c'est la rupture en termes de consommation. Le 30 grammes, voire 40 grammes est accessible sans aucun problème. Par contre, on a un prix défiant toute concurrence qui est à la clé. Donc, on a fait cette photo et on s'est dit, comme d'autres, il y a une zone qui nous intéresse bien, c'est celle-là. C'est celle-là parce qu'on a, par ce biais, un hybride, avec les caractéristiques de l'hybride, j'y reviendrai derrière, mais on a aussi, quelque part, un monde économique qui est encore accessible pour nos clients, c'est-à-dire qu'on est dans les prix de démarrage du diesel, le haut des prix des essences, et on est dans une techno qui va nous positionner aux alentours des 70 grammes dans un premier temps. Donc ça, c'était la réflexion. On a fait du papier, on a réfléchi, on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et une fois qu'on a dit, le vecteur directeur, c'est le coût, la contrainte, c'est le CO2, et le résultat, c'est l'endroit où on veut aller, il ne reste plus qu'à expliquer comment on y va. Alors, comment on y va? On l'a fait en plusieurs fois. Comme tout, une réflexion théorique, elle doit se baser quelque part sur du physique, quelque chose qu'on utilise, qu'on mesure, qu'on caractérise pour être certain que nos modèles de simulation ne sont pas complètement à l'ouest et qu'on ne raconte pas que des bêtises. Donc, nous voici, je n'ai pas pris le bon, nous voici revenus en 2010, c'est toujours mon histoire, nous voici revenus en 2010 et c'est le premier prototype que nous avons réalisé. Comment on en est arrivé à ce prototype? On a dit, vecteur directeur, rappelez-vous, c'est le coût, le coût, le coût, le coût. Quand on fait une analyse économique d'un hybride tel qu'il est aujourd'hui, on se rend compte assez rapidement qu'une des parts non négligeables du surcoût de l'hybride, c'est le stockage, c'est sa batterie qui peut prendre des valeurs importantes en termes de prix pour le client. Donc on a dit, tiens, une façon de descendre les prix d'un hybride, c'est de changer de technologie de stockage. On a fait, on va dire, un brainstorming, comme ça se fait beaucoup en termes d'innovation, et on a été investiguer un peu tous les systèmes qui vont être éligibles à un stockage dans le monde du véhicule. Et on est arrivé, assez rapidement, au stockage par air comprimé, d'où le nom hybride air. Alors je voudrais démystifier, j'ai déjà eu pas mal de questions ce matin, ça n'a rien à voir avec la technologie du moteur à air, de Guinègre. Ici, dans notre cas, hybride air, le stocker et l'air n'est utilisé que comme élément de stockage énergétique. Dans le cadre de Guinègre, c'était utilisé aussi comme vecteur de transmission du couple aux roues. Nous, ce n'est pas du tout le cas. On stocke par de l'air comprimé, mais on a un média de transmission de couple, ou d'énergie, de puissance, comme vous voulez, qui est de l'huile, qui est hydraulique. Donc, c'est deux technologies complètement différentes. Revenons à notre sujet. Donc, on a notre hybride. On a choisi le stocker, donc c'est de l'air comprimé, en fait, de l'azote comprimé. Et cet azote comprimé, on va le faire osciller entre de la haute pression et de la basse pression. Et le premier proto qu'on fait, il est dans une config avec un moteur thermique. On garde le moteur thermique comme tous les hybrides. On vient accoler une pompe hydraulique. On ne met aucune liaison entre le moteur thermique et les roues du véhicule. Et puis on a un moteur hydraulique qui vient consommer le delta de pression qu'on a généré par la pompe et par le moteur, voire par la récupération en décélération de l'énergie cinétique du véhicule. Alors ça a des avantages.
malgré tout, ça a des avantages. Je ne vais jamais y arriver avec celle-là. Ça a des avantages. Alors, les avantages, je ne vais pas vous noyer dans des formules, des choses comme ça, simplement pour imager mon propos. Vous retrouvez ici un graphe qui a l'avantage de présenter la vitesse du véhicule en fonction de la puissance nécessaire pour y parvenir. On a fait 3 zones. Une première où les rendements de la chaîne de traction sont supérieurs à 30%, c'est le vert que vous avez ici. Une seconde où on est entre 20 et 30%, c'est le jaune. Et une troisième qu'on a mis rouge, pas très bonne, en dessous de 20%. On voit immédiatement que sur une chaîne de traction traditionnelle, ça c'est le moteur et la boîte que vous utilisez tous les jours, sans hybridation, on est dans une zone urbaine où les rendements, je vais quand même expliquer les courbes avant. On a une courbe noire qui est la résistance à l'avancement d'un véhicule, alors je pense qu'on a pris une C3 dans le cas présent. On a une courbe rosée ici qui est le même véhicule, donc la résistance à l'avancement cette fois-ci dans une pente de 4%. Et puis on a une derrière courbe qui paraît un petit peu plus difficile à comprendre sur la physique, mais elle est représentative d'un cycle d'homologation. Donc on l'a tracé sur cette courbe. Ce qu'on voit immédiatement, c'est que quand on est en ville, on est systématiquement dans un moteur traditionnel sur une zone à mauvais rendement, inférieur à 20%. On a des zones où c'est intéressant de travailler. Quand on va monter à des vitesses supérieures, typiquement sur route, voire sur autoroute, on va arriver à accrocher des rendements qui sont intéressants, mais malgré tout, qui restent dans un monde, on n'est qu'à 30% entre guillemets. Ça, c'est la première photo. Donc, de cette photo, c'est la bonne, je retrace la même cette fois-ci, la même avec mon hybridaire. Mon premier proto que je vous ai montré précédemment, c'est un hybride série, c'est-à-dire qu'on a un moteur thermique, le système d'hybridation, la pompe et notre moteur hydraulique, et ce n'est que le dernier maillon qui est en relation avec les roues. C'est un hybride série. Le moteur thermique n'est jamais en relation. La conséquence directe, c'est quoi? C'est qu'on a complètement perdu notre fameuse zone verte. Vous savez, celle qui était intéressante, avec des bons rendements, qui faisait des consos basses. On l'a plus. On l'a perdu parce que la techno hybride série, c'est pas la meilleure qu'on puisse faire quand on est dans une utilisation de type route, autoroute. Par contre, quelque chose de très intéressant, c'est la zone ville. On voit aujourd'hui, vous en rappelez certainement, qu'on était intégralement dans le rouge pour ce cas de vie sur un moteur et un GMP traditionnel. Et bien là, en utilisant cette hybridation et en utilisant les rendements de la chaîne de traction hydraulique, on arrive à commencer à accrocher des rendements beaucoup plus intéressants dans l'utilisation ville. La conclusion, elle est relativement simple, c'est qu'on va gagner en ville, beaucoup, avec cette chaîne de traction, et au mieux, on va être au même niveau quand on sera dans des cas d'utilisation route et autoroute. C'est ce que les mesures qu'on a réalisées nous montrent. Alors, on a utilisé une C3. Vous avez un éclaté du proto de l'époque qui nous avait permis de faire les manipulations. Vous verrez que c'est assez différent de la maquette pour ceux qui l'ont déjà vu ou ceux qui vont la voir après. C'est assez différent, mais c'était le premier proto. Donc, vous avez une caractérisation en référence, c'est la C3 du moment. Donc on était en 2010, c'était encore le moteur 1,4 litre injection essence, sans évolution comme on peut le voir maintenant avec le 1,2 litre qui est présent sur la maquette. Et ce véhicule, quand on l'a homologué, donc il était à 8 litres en ville, 5 litres en extra-urbain, ce qui donnait un 6 litres 1 quand on était en combiné. 140 grammes de CO2. Ça paraît astronomique maintenant, mais c'était l'état des lieux en 2010. Ça va très très vite au niveau de la conso. Et quand on fait la même chose avec notre proto, vous voyez en deuxième ligne, donc le 2 litres 92 en urbain, comparé aux 8 litres précédemment. Vous avez le 5 litres 22 sur les 5 litres, et un 4,30 sec in fine correspondant au 6,11 de la référence, 100 grammes. On a gagné 40%. On a gagné 40% en réalisant une hybridation qui, sur le papier, rappelez-vous, le vert a disparu, il ne me restait plus que le jaune de présent comme zone de rendement, qui améliorait grandement la situation en valeur vue sur le véhicule. Alors, il y a un point important qu'il faut que vous ayez en tête. On en parlait ce matin dans une des deux présentations, c'est bien de parler d'homologation, de valeur réelle vue du client, et souvent, il y a un écart entre les deux. C'est manifeste. Par contre, il y a un point qu'il faut que vous ayez en tête. Cet écart manifeste, il vient beaucoup, et ça a été dit ce matin, de l'utilisation et du type d'utilisation du véhicule. Vous voyez sur l'exemple de la C3, quand il est en GMP standard, entre la partie urbaine où vous êtes à 8 litres et la partie extra-urbaine où vous vous retrouvez à 5 litres, ben si vous êtes un client citadin
vous allez consommer de l'ordre de 8 à 9 litres, c'est la valeur homologuée en urbain, et vous allez comparer assez immédiatement au 6 litres 11, qui est la valeur déposée pour ce véhicule. Donc vous allez dire, c'est pas possible, ma voiture, elle consomme beaucoup trop. Non, vous consommez à peu près ce qui est dans les faits, dans ce qui est déposé, mais pas ce qui est annoncé par le constructeur. C'est simplement un calcul de moyenne arithmétique qui trompe la donne. Ici, avec cet hybride, il y a un avantage qui apparaît assez rapidement, c'est que les clients urbains, eux, ils vont continuer à corréler en disant 4 litres 35, c'est super, ils ne consomment pas beaucoup mon véhicule. Et en plus, quand je suis en ville, je vais trouver des valeurs qui sont à peu près les mêmes. Donc super, c'est quand même une technologie qui donne quelque part une robustesse à l'écart consommation client, consommation homologuée. Ça, pour le client moyen, c'est quelquefois quelque chose qui n'a pas de prix. Malgré tout, donc c'était une simulation, vous l'avez bien noté, je ne l'ai pas mentionné. On a fait la même chose avec le véhicule, et quand on a pris le véhicule, on l'a mis sur un banc, on l'a tiré, et on est arrivé, grosso modo, aux mêmes valeurs de consommation. Donc deux conclusions à ce niveau. Premièrement, cette technologie qu'on a essayé de mettre en place, ça a l'air de marcher. Deuxièmement, les simulations qu'on a mises en place dans le cadre du développement de cette technologie ont l'air cohérentes des résultats physiques qu'on va obtenir in fine. 2 points positifs sur la techno. Alors, dans l'histoire, on revient dans la réalité du processus décisionnel de PSA. Il faut présenter ça, faire décider les patrons. Donc, eh bien, hardi petit, comme on dit dans certaines régions françaises, on prend ce véhicule, je croyais que c'était moi, pardon, on prend ce véhicule et on le fait essayer à nos patrons. Et qu'est-ce qu'ils disent, nos patrons? Ils disent 3 messages importants. Le premier, c'est « Vous avez raison, c'est prometteur, on va continuer ». Super, pour un projet, c'est super intéressant, on a atteint déjà certains objectifs. Il y a une deuxième chose qui nous est dit, il va falloir le développer rapidement. Et le développer rapidement, il nous est demandé de le développer en mode skunk. Alors, j'y reviendrai après, c'est probablement connu par la majorité d'entre vous. Pour nous, ça ne l'était pas, donc on a aussi appris un style de développement par cette approche. Donc, on dit, très bien les chefs, vous avez raison, on claque des talons, on y va, on va faire un mode skunk, sans savoir ce que c'est, mais on y va. Et puis, pourquoi? Parce qu'on veut arriver très très rapidement en série. L'avantage d'une innovation en rupture, sa valorisation, elle est dans le temps qu'on met pour la mettre à disposition du client, parce qu'après, les autres vont la copier, vont s'en inspirer, vont arriver avec des produits à peu près similaires. Et la réelle importance et la réelle valorisation qu'on aura pour nous, premiers lanceurs, c'est le temps entre lequel nous, on le mettra en série, et le temps derrière où les autres arriveront avec des technologies à peu près du même acabit. Donc on est reparti avec ces 3 demandes. Faites cette innovation, améliorez-la quand même, parce que sur route, c'est pas top, il faudrait arriver à descendre partout. Donc améliorez-la, vous y allez, vous continuez en innovation et vous prenez un process de développement un petit peu spécifique. Alors cette technologie, il va falloir la développer, on va le faire. Il va falloir le développer d'une façon particulière. C'est là où commence l'aventure humaine. Alors, je reviens au skunk. Qu'est-ce que c'est le skunk? Alors le skunk, c'est anglais, ça ne vous surprend pas. La traduction, je vous en ferai grâce, c'est pas forcément valorisant pour le projet. Mais globalement, c'est une procédure qui a été développée dans l'aéronautique. Les premiers à l'avoir fait, c'est Lockheed Martin, dans les années 40, parce que les Américains se sont assez rapidement rendus compte qu'en termes d'avionique, vis-à-vis des compétiteurs de l'époque, ça ne s'appelait pas des compétiteurs mais des adversaires, il y avait une technologie qui commençait à arriver et qui avait des avantages certains en termes de motorisation au niveau des avions. Donc ils ont dit, on a un problème, il faut qu'on le rattrape rapidement, il faut aller très vite, et on se met en skunk. Et Lockheed Martin a eu toute une réflexion qui a conduit à l'organisation que nous, on a utilisée derrière pour développer cette technologie hybridaire. Alors, j'allais dire en 3 mots, non en 4. Qu'est-ce que c'est un projet skunk? Alors, c'est un projet secret. J'insiste sur le secret. Ce n'est pas le niveau de confidentialité qu'on a habituellement dans les grands groupes où on dit, bon, on est en innovation, on protège notre innovation, on n'en parle pas,
on fait pour que ça reste dans nos murs, et le jour où on décide de l'annoncer, à ce moment-là, c'est une innovation qui est connue des autres. Ça allait beaucoup plus loin, j'y reviendrai. Ça doit être innovant. Bon, ben là, on répondait au moins à ce bullet point avec la technologie hybridaire. Unité de lieu, là aussi c'est important, c'est-à-dire que tout ce qui est entre les compétences nécessaires pour développer un tel projet, on ne va pas en mettre dans l'est de la France, à Paris, voire dans le sud-ouest, et puis expliquer qu'on ne peut pas aller vite parce que tout le monde n'est pas disponible au même moment. Non, c'est unité de lieu et unité de temps. Et ça permet d'aller très très vite. Et puis, il faut donner aussi de l'autonomie à cette équipe, parce que si chaque step important, il est cadencé avec les décisions du management de très haut niveau, ça prend généralement du temps, vous le savez probablement, donc on ne voulait pas ralentir le projet par ce biais. Donc ce qui a été décidé, c'est autonomie complète qui est donnée à l'équipe projet, bien évidemment avec un budget cadré, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait avec une approche complètement open bar sans limite. Non, il y avait un budget qui était alloué à ce projet, et dans ce budget, on pouvait mettre les priorités et les dépenses qu'on voulait, fonction des avancements auxquels on se trouvait. Et donc, hybridaire, c'était la première fois qu'on approchait le Scun chez PSA. Alors, quand on disait secret tout à l'heure, c'était réellement secret. Donc on a fait, pour tous les participants qui étaient nominativement choisis, on leur a fait signer un accord de secret. En fait, c'était très formel. Vis-à-vis du contrat de travail que tous les salariés de PSA ont signé au moment de leur embauche, c'était à peu près la même chose qu'on refaisait signer. Donc, pas de problème, on n'était pas vraiment en rupture sur ce sujet. Par contre, le fait de faire signer les personnes leur remémorait, au pire leur remémorait, au mieux leur remettait en face des yeux le fait que on avait signé à une époque quelque chose qui nous engageait vis-à-vis de l'entreprise, et bien cette fois-ci, vous allez faire quelque chose qui vous engage vis-à-vis de l'entreprise. Et on vous le remontre, vous allez re-signer la même chose qu'il y a quelques années pour certains, un peu plus pour d'autres, mais vous allez re-signer la même chose. Et ça, psychologiquement, pour tous les acteurs du projet, c'est vachement important. Pourquoi c'est vachement important? Parce que le fait de signer quelque chose engageant, ça fixe les esprits, j'allais dire ça refixe les esprits après quelques années, encore une fois pour certains, mais au moins, c'est un acte fort qui fait que le secret a été tenu. Et a posteriori, on peut le dire maintenant, le secret a été tenu. Alors, les membres de l'équipe, je les ai cités, mais on a été plus loin. On faisait un reporting au niveau de Guillaume Faury, qui était patron de la DRD de PSA à l'époque. Donc, le reporting du projet était directement à Guillaume Faury, donc il n'y avait pas d'intermédiaire. Ça, c'était pour un peu la dynamique du projet et la capacité de décision rapide. Mais dans l'équipe de Guillaume Faury, tous ces N-1 n'avaient pas signé l'accord de confidentialité. Et donc, quand on faisait faire un reporting à Guillaume Faury dans ses séances de DRD DIR, donc Direction de la Recherche et Développement DIR, donc lui et ses N-1, certains de ces N-1 quittaient la salle parce qu'ils n'avaient pas signé le papier, et uniquement les personnes concernées dans ces N-1 restaient et assistaient à la présentation. Donc il y a réellement une volonté qui a été établie du plus haut de l'entreprise jusqu'à l'opérationnel du projet pour expliquer que secret, c'est secret, vous avez signé, vous y avez droit, vous n'avez pas signé, vous n'y avez pas droit. Et ça a été une réussite. Pourquoi? Parce que jusqu'au moment où on a présenté, et c'était un petit peu le diaporama, enfin les films que je vous ai donnés en début de séance, jusqu'au moment où on a ouvert cette technologie, on s'est rendu compte que les journalistes n'avaient pas vu le coup venir du tout. Et d'ailleurs, certains sont venus nous voir en nous disant « mais c'est pas possible, comment est-ce que vous avez fait ?» Généralement, quand il y a une innovation qui est dans un coin, on en entend parler et puis on est à peu près au courant. Oui, il va falloir que j'accélère, je pense. On est à peu près au courant. Donc, ils nous ont dit « comment vous avez fait ?» La réponse, c'est bien la procédure de secret qu'on avait mis en place. Donc, les effets induits, j'en ai parlé. Pour gagner du temps, j'en parle pas. Autonomie de décision, ça a été fait. Donc, un lieu unique, c'est pas un beau bâtiment tout neuf. Hein. C'est un bâtiment, à la limite, que plus personne voulait. Donc, ça n'intéressait plus personne. Et donc, plus personne n'y venait. Et ça, pour garder du secret, c'est super intéressant. Donc, toute l'équipe était dedans. La partie véhicule, la partie GMP, la partie électronique, la partie marketing, la partie plan produit, la partie après-vente. C'est très étonnant qu'en innovation, on s'occupe déjà de l'après-vente.
c'est bénéfique, il faut le faire, mais ce n'est pas souvent le cas. Donc on avait vraiment tous les interlocuteurs du projet qui étaient présents dans un lieu unique. Proche de piste d'essai, c'était la cerise sur le gâteau. Donc cette équipe, elle était recrutée par cooptation, parce que je vais vous donner un exemple. On a signé le fait qu'on devait tenir secret le projet. Et dans le papier qu'on a signé, on n'avait même pas le droit de donner le nom du projet quand on en discutait avec des collègues. Très bien. Mais quand vous cherchez des personnes pour les faire travailler sur le projet, la problématique devient un petit peu ardue. Vous allez voir les personnes et vous leur dites les gars, ou les demoiselles, j'ai un truc super, il faut que tu viennes le développer avec moi, tu verras, tu ne regretteras pas. Très bien. La première question qu'on avait en retour, c'était « c'est quoi ?» Ben, je ne peux pas te le dire, mais crois-moi, il faut que tu viennes. Donc c'est pour ça que tout le recrutement du projet a été fait par cooptation, c'est-à-dire que les gens ont cru en les personnes qui leur exposaient cette problématique en disant « bon ben, ok, je te crois, j'y vais, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. J'ai suffisamment confiance en toi pour y aller. » Donc ça a été fait par cooptation, et donc ça a mis des liens extrêmement forts dans l'équipe. Des personnes dédiées à 100%, parce que quand on picore dans plusieurs projets, il y a de la perte au feu, et puis derrière, on a une perte de synergie et d'énergie, donc là, dédiées complètement. On voulait des personnes qui n'étaient pas des super experts dans un domaine très, très étroit, très profond, mais très étroit. On voulait, ce qu'on disait, ce qu'on a écrit, des couteaux suisses, donc qui étaient capables d'avoir des avis pertinents sur plusieurs sujets, sans être experts dans aucun. On voulait les gens motivés. Je pense que le processus qu'on avait mis en place faisait qu'il l'était. On ne voulait pas de périmètre chaise gardée, c'est-à-dire, pousse-toi de là, c'est mon domaine, je ne veux pas entendre, tu n'as rien à dire dessus. Non, chacun pouvait s'exprimer, croiser les avis, et de la discussion naît la vérité. Ça, c'est toujours vrai, et même en innovation. Et puis le point positif, c'est qu'on a maintenu les hommes au centre du dispositif. C'est-à-dire que souvent, il y a eu des décisions qui ont été prises, et quand il y a des alternatives, c'est toujours un renoncement quand on fait un choix. Mais on a toujours mis la valeur humaine au premier plan sur le sujet. Et ça a été le cocktail gagnant. Une équipe qui est soudée, qui l'est toujours d'ailleurs, hein, qui est motivée parce qu'on a fait des choses assez exceptionnelles. Une autre anecdote, c'est que Guillaume Faury, quand il est arrivé chez PSA, il dit « ça fait 1 an et demi que je suis là. L'endroit où j'ai vu des choses avancer de façon significative, c'est sur Hybrid Air. Le reste, parfois, je me demande ce que font les gens. » Bon, ça, vous le gardez pour vous. Hein. Vous ferez un cut dans le film. C'est pas à sortir de cette assemblée. Mais ça donne une idée de la synergie et de la vitesse à laquelle on était arrivé à fonctionner dans cette équipe. J'en ai loupé une. Ah oui, celle-là, elle est importante. Alors, pour les miracles, il faut attendre 48 heures. On ne savait pas faire à moins. Une autre chose, c'est que on a toujours gardé, on a essayé de garder une atmosphère très conviviale. Et ça a été un des facteurs importants. Bon, je reviens à ma technologie, parce que vous avez noté mes fameuses courbes. J'avais beaucoup de jaune, j'avais le rouge qui avait été diminué avec mon premier prototype, mais j'avais perdu mon vert. Alors mon vert, moi, les patrons nous l'ont demandé, et il était intéressant de revenir dessus. Donc, nous voilà repartis dans une analyse fonctionnelle pour savoir quelle serait la meilleure réponse à cette problématique de zone verte, si on peut caractériser. Donc, je vous passe tous les détails. Analyse fonctionnelle, ça vous parle. Je ne vais pas vous faire un cours dessus. Tout ça pour dire qu'on est arrivé à la conclusion suivante, c'est que l'hybride série, ce n'était pas le mieux. Il y avait 2 solutions qui pouvaient marcher pour ne pas dégrader le fonctionnement ville tout en gagnant en route et en autoroute. C'était soit un hybride série avec une boîte en parallèle, soit une architecture Power Split, et c'est celle-là qu'on a choisie. Donc, nous voilà repartis dans une phase prototype sur une base d'architecture Power Split. Et ça donne quoi? Ça donne la courbe suivante, donc elle est complètement comparable aux précédentes que je vous ai montrées. Cette fois-ci, c'est bien Hybrid Air avec notre Power Split, et au miracle, j'ai recréé ma zone verte encore plus large, à la limite, que ce que c'était précédemment. La ville, j'ai rien perdu, j'ai même encore amélioré. Donc j'ai une zone ville qui devient de plus en plus intéressante en termes de rendement pour le véhicule. J'ai une zone route-autoroute, je m'indexe sur les vitesses, hein, bien évidemment, qui passe dans une zone verte cette fois-ci. J'ai encore un petit peu
d'orange qui traînent, mais qui s'amenuisent. Donc globalement, cette architecture, au moins sur papier, elle est intéressante, elle donne des résultats positifs. Alors comment ça marche? Je vous ai beaucoup parlé de théorie, je vous ai monté des graphes. Ça marche comme un hybride, donc il n'y a pas de scoop là-dessus. J'ai différents modes qui existent. Alors là, voilà. J'ai un moteur thermique, c'est mon 3 cylindres, cette fois-ci j'ai basculé, c'est le 3 cylindres. J'ai une boîte qui est ici, qui a été développée, c'est une boîte Power Split. J'ai mes appareillages hydrauliques, moteur et pompe qui se situent à ce niveau. Point important, nous n'avons pas changé l'architecture du véhicule, donc les brancards du véhicule, c'est exactement les mêmes qu'un GMP traditionnel. Donc on n'a pas d'investissement à faire à ce niveau, au niveau du véhicule. On est venu mettre l'accumulateur, j'ai appuyé, j'aurais pas dû ici, haute pression, basse pression, on a délocalisé l'échappement. Différents modes de fonctionnement. Un mode traditionnel, c'est principalement la zone verte de ma fameuse courbe, où le moteur, je vais y arriver, le moteur, via la boîte, transmet directement en roue. On est sur route, on est sur autoroute, rappelez-vous la courbe, on est dans le vert, tout roule, c'est les meilleurs rendements qu'on puisse obtenir. Tout comme un moteur, un hybride électrique est capable de proposer ce type de fonctionnement. On a un fonctionnement zéro émission qu'on peut avoir soit en traction, soit en récupération. Comment ça marche? Ça va le faire. Ça va le faire. Ça ne le fait pas. Si, c'est parti. Donc, essentiellement en ville, on utilise notre énergie stockée dans l'accumulateur pour le transmettre aux roues via la boîte et le moteur hydraulique qui est connecté sur la boîte. Alors vous avez vu là, j'ai parlé à peu près 7-8 secondes, j'ai vidé mon accumulateur. Alors ce n'est pas une simulation, c'est la réalité. Je vais vider mon accumulateur en 7 secondes, vous allez me dire ça c'est pas top, hein. Vous n'avez pas une autonomie très importante. C'est vrai, on n'a pas une autonomie très importante. Le point important c'est que pour le recharger, je mets exactement le même temps. Donc je mets 7 secondes. Imaginez-vous, vous êtes venu en voiture, vous avez traversé Rouen, vous avez eu un petit peu de circulation ville. Vous vous imaginez, il est extrêmement rare de ne pas avoir un fonctionnement du type j'ai un feu rouge, je décélère, je freine. J'ai une priorité à droite, je décélère, je freine, je réaccélère derrière. Une circulation urbaine, elle est particulièrement hachée avec beaucoup de décélération et de réaccélération. Et quand on a un système qui est capable d'avoir un stockage, déstockage relativement rapide, le stockage c'est plus intéressant que le déstockage, mais quand on a l'un, généralement on a l'autre, globalement c'est très adapté à un roulage urbain. Et ça c'est la première grosse différence, outre le prix que je vous ai déjà expliqué, c'est la première grosse différence que nous avons avec l'hybride électrique. L'hybride électrique démarre moins souvent le moteur thermique parce que la capacité énergétique stockée est beaucoup plus importante, il y a un rapport de 1 à 10 à peu près. Par contre, une fois qu'on a vidé la batterie, il nous faut beaucoup de temps pour la recharger. Et là, on a un fonctionnement moteur thermique qui devient un petit peu longuet quand on veut fonctionner en termes de roulage sans émission de CO2. Dans le cas d'hybridaire, on va avoir une vidange rapide. Ordre de grandeur, c'est à peu près 300 mètres d'autonomie sans démarrer le moteur thermique. Par contre, une décelle de 10 secondes et je suis reparti pour 300 mètres. Donc le cyclage est différent, mais quand même intéressant. Je prends un cycle urbain, je fais ce cycle avec un hybride électrique, je prends le même cycle urbain, je refais le même cycle, cette fois-ci avec un hybridaire, le temps de fonctionnement du moteur thermique est exactement le même. Au pourcentage près, c'est le même. Ça veut dire que quand on parle de CO2, c'est la même chose. Il n'y a pas un avantage ou un inconvénient à faire fonctionner le moteur thermique, que ce soit en électrique vis-à-vis d'hybridaire. Par contre, on a un cyclage et un démarrage du moteur qui est différent. C'était un des points importants que vous devez avoir en tête. Alors après, quand je récupère, moi je le fais dans l'autre sens, l'énergie cinétique du véhicule est récupérée via le moteur hydraulique qui est une machine 4 cadrans, donc moteur-pompe dans un sens et dans l'autre, et je recharge mon accu à peu près dans le même temps qu'il ne m'a fallu pour le vider. Et puis après, j'ai le mode combiné, tout comme l'électrique, donc là c'est connu pour vous. Ben, j'ai deux sources d'énergie, j'utilise les deux. Alors, je l'utilise en ville pour des accélérations, pour des roulages en pente et des choses comme ça. Et là, j'envoie aux roues le cumul de l'énergie hydraulique et de l'énergie thermique. Donc là, il n'y a pas de scoop. Le scoop, c'est le stockage-déstockage. J'en ai suffisamment parlé. Le complément, c'est qu'on a un stockage-déstockage avec des rendements qui sont très importants pour des puissances élevées. Et c'est là
où l'électrique a peut-être une petite faiblesse. Quand on parle de puissance élevée en électrique, on a des courants importants parce qu'on ne peut pas monter les tensions sans arrêt. Et ces courants importants vont nous faire du RI2 et des pertes qui vont arriver avec. Ici, moyennant un bon dimensionnement des canalisations, si on a le débit suffisant pour passer le débit hydraulique, on a des stockages qui sont très intéressants en rendement, au-delà des 95% sur les mesures qu'on a faites. Alors maintenant, une dernière vue, enfin une dernière. J'ai un peu changé de couleur, j'ai mis du bleu cette fois-ci. Vous avez, ça c'est une carte au moteur, c'est pour faire comprendre qu'un hybride, on gagne par la récupération de l'énergie cinétique, j'en ai parlé, décélération, accélération, mais on gagne aussi parce qu'on vient positionner le moteur sur des points de fonctionnement intéressants. C'est ce qu'on va voir. Alors là, je vous mets un GMP standard, encore une fois, pas hybride, et vous avez ici les points sur lesquels le moteur va fonctionner pendant un cycle urbain homologué. Donc, la position des bulles, c'est le point de fonctionnement. Le diamètre des bulles, c'est la fréquence sur laquelle on vient sur ce point de fonctionnement. Donc voilà, ça a été un peu vite là. Ça, c'est la partie urbaine du cycle en moteur standard. Je mets l'extra-urbain, donc là on monte à des vitesses plus importantes. C'est de l'extra-urbain, c'est normal. On a des efficacités 19 et 28. Et maintenant, je fais la même chose pour hybridaire. Donc là, ma partie urbaine, je suis capable de positionner le moteur avec ma boîte en power split sur des zones de fonctionnement moteur. Vous l'avez compris, plus on est dans le sombre bleu, mieux on est en rendement. Je positionne dans des zones qui sont très intéressantes en termes de consommation. Donc l'hybridation, c'est de la récup, c'est de la traction sans le moteur thermique, c'est aussi de l'optimisation de points de fonctionnement du moteur thermique. Et la dernière, c'est le même sur l'extra-urbain. Donc là, on améliore un petit peu la situation parce qu'on a joué sur la longueur de démule du véhicule. Comme on a une puissance disponible additionnelle qui s'appelle l'hydraulique, on est capable de faire tirer un petit peu plus long le véhicule tout en gardant les prestations dynamiques de celui-ci. Voilà, c'était simplement pour expliquer. Au final, on arrive à quoi? Et bien là, je vous ai refait une petite synthèse de ma fameuse C3. La C3 du départ qu'on avait caractérisée. Donc cette fois-ci, c'est la C3 actuelle, c'est-à-dire le 1,2 litre, moteur Atmo essence, le plus optimisé qu'on ait chez PSA. Une boîte mécanique pilotée, c'est le MAT. Un stop and start, donc on a mis à peu près tout ce qui est disponible dans la gamme PSA sur ce niveau de véhicule, sans passer à des hybrides. Et on est à 95 grammes de CO2 du kilomètre en valeur homologuée. Je vous refais la même en diesel. Donc là, c'est l'importance du moteur thermique qui va jouer. Diesel, meilleur rendement vis-à-vis de l'électrique, de l'essence, pardon. Donc le même en diesel, c'est 87 grammes de CO2. Et puis après, je reprends la même voiture, je l'équipe en hybridaire, je refais le même tir de comparaison, j'arrive à 69 grammes de CO2. Vous allez me dire, ça c'est de la simu. Vous avez raison, c'est de la simu. Mais j'ai pris mon proto et je l'ai présenté à l'UTAC. J'ai dit, l'UTAC, voilà, vous avez un prototype. Certes, il n'est pas dans les règles, vous n'avez pas les bonnes références sur les pièces, ce n'est pas officialisé, série, etc. Si vous aviez à l'homologuer, quelle valeur motoriseriez-vous à déposer? La réponse, elle est là. Ils ont mesuré un véhicule qui permettait de déposer 72 grammes. Alors, vous allez dire, c'est pas 69, mais oui, mais compte tenu du niveau d'avancement du prototype, on n'avait pas les vraies bonnes machines que Bosch nous a développées par la suite pour arriver aux 69 grammes. C'était des pièces proto-intermédiaires. Donc une représentativité qui permettait d'expliquer l'écart entre 69 et 72. Donc globalement, on arrivait à une situation où théoriquement, on est à 69 et pratiquement, on considère qu'on y est aussi. Donc globalement, on confirme ce que je vous avais dit précédemment. On a des simulations qui sont robustes et en plus, on a des protos qui confirment ces simulations. Donc tout va bien. Dernier point avant une conclusion. On ne voulait pas perdre les prestations dynamiques du véhicule. Ça, c'est important. C'est bien d'avoir un véhicule qui ne consomme pas. Mais s'il n'avance pas, le client ne s'y retrouve pas. J'ai même fait des verres, ça c'est bien. Donc, vous avez un radar de prestation qui est ici. Donc, le radar de prestation, il faut le lire de la façon suivante. Plus on est vers la pointe, meilleur on est sur la prestation. C'est-à-dire que, par exemple, pour le 80-120, le meilleur c'est celui-ci, le plus mauvais c'est celui-là. On a adimensionné le radar de prestation en prenant en référence le violet. Donc on a dit sur chacune des prestations, la référence c'est le violet. Le violet, je ne parle pas de moteur essence Atmo, je parle de diesel turbo.
volontairement. Pourquoi? Parce que quand je viens repositionner mon 1 litre de essence avec ma C3, vous n'allez pas être étonné qu'il soit en retrait sur l'ensemble des prestations vis-à-vis du moteur diesel turbo. Vous avez probablement roulé les deux véhicules où vous aurez l'occasion et vous imaginez clairement qu'un moteur diesel turbo sur une C3, ça a plus de répondants d'accélération, de mordant qu'un litre de Atmo. Donc ça apparaît très clairement sur le diagramme. Et puis après, je suis venu mettre deux configs d'hybridaire. La première, c'est celle qu'on appelle Eco, donc c'est celle qui nous permet de faire les 69 grammes. Alors, quand je fais mes 69 grammes, c'est le bleu, on voit assez rapidement que malgré le surpoids, il faut que vous ayez en tête que l'hybride coûte à peu près 120 kg sur le véhicule, 120 kg de plus que le véhicule standard équivalent. Malgré le surpoids, on a des prestations qui sont améliorées sur l'ensemble de celles qui figurent sur le radar de prestation. Et puis après, on a fait un mode boost, c'est-à-dire qu'on a un accumulateur avec de l'énergie stockée. Et bien on va utiliser cette énergie stockée pour booster les prestations du véhicule. Et à ce moment-là, notre hybridaire, il vient dans des zones qui sont très proches, voire meilleures qu'un moteur diesel turbo. Donc on a en conclusion un véhicule qui ne consomme pas, moins qu'un diesel, avec des prestations qui sont au moins ou sensiblement du niveau d'un moteur diesel. Globalement, la partie qu'on a jouée, elle n'est pas loin d'être gagnée. Alors ce qu'il faut retenir, et ça sera le début de ma conclusion, faible conso. Je vous ai cité des chiffres. Je ne vous ai pas dit le 45% d'économie en roulage urbain. C'est la partie uniquement urbaine où je vais expliquer que cette chaîne de traction était particulièrement efficace. Le 2,9 litres, c'est le 69 grammes, je vous en ai parlé. Le 60-80% du temps en fonctionnement urbain, moteur coupé, moteur thermique coupé, je vous en ai parlé, ça c'est les grandes valeurs qu'il faut avoir en tête. Un point que je n'ai pas abordé, c'est les matériaux qu'on utilise. Nous, on n'a pas besoin de matériaux qui ont des cours très fluctuants, des métaux précieux, des choses comme ça. On a mis de l'huile, certes, c'est moins sexy, mais on a mis de l'huile. On a mis de l'acier, on a mis des choses, malheureusement, qui sont relativement facilement disponibles, à des prix relativement stables, qui font que la fluctuation du prix de cet hybride, quand bien même on puisse démarrer avec un prix relativement faible, ne va pas être amené à des variations trop importantes qui seraient vues par le client au moment de l'achat du véhicule. Donc ça, c'est un point positif. Habitabilité préservée. On a localisé nos accumulateurs, vous pouvez le voir sur la maquette, dans des zones qui ne pénalisent pas le volume de l'habitacle du véhicule ou du coffre. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on parle de batterie. Ils n'ont pas les mêmes facilités d'implantation que des accumulateurs. J'en ai pas parlé du tout, mais sur Hybridaire, c'est une boîte Power Split, ça c'est vrai, je l'ai cité, mais une boîte Power Split, je vais y arriver. Ça vous offre une qualité d'utilisation urbaine de type boîte automatique. Donc on oublie les rapports de vitesse, les changements, débrayage, etc. Donc une continuité et un agrément de conduite qui va arriver dans un monde de boîte automatique. Et puis une techno mondiale parce qu'aujourd'hui, un des problèmes de l'électrique, c'est on a des tensions importantes, on a des courants importants. Quand on doit venir intervenir là-dedans, il faut quand même une formation des opérateurs et des intervenants de haut niveau. Et ça coûte cher. C'est difficile à avoir dans le réseau. C'est déjà difficile en Europe. Alors quand on va parler de pays qui sont en voie de développement ou pratiquement développés pour certains, ça va devenir encore plus dur. Ici, on a une techno qui est connue. Elle existe dans l'agriculture, elle existe dans différents marchés. Et comme elle est connue, les intervenants sont existants et l'effort de mise à niveau, de formation des différents réparateurs, entre guillemets, sera beaucoup plus aisé. En plus, c'est une techno-essence, donc on n'est pas dans un domaine du diesel fermé. J'ouvre une parenthèse. Si je le voulais, je pourrais mettre un moteur diesel associé à ce système, il n'y a aucun problème. Par contre, la problématique coût et ratio niveau de CO2 changerait significativement vis-à-vis du moteur essence. Notre petit moteur 1 litre de essence Atmo, il est quand même intéressant en termes de coût. Et ça, le moteur diesel, il va avoir du mal à venir le chercher sur ce domaine. Et puis, dernier point, c'est une techno mondiale, mais c'est aussi une techno qui a une roadmap. C'est-à-dire qu'on vous parle d'hybridaire, on vous présente hybridaire, on développe hybridaire, mais hybridaire, ce n'est pas
un ovni qui arrive dans le monde automobile. Non, il y a déjà la roadmap. Qu'est-ce que sera Hybride Air 2, Hybride Air 3 vis-à-vis des contraintes qui ne manqueront pas d'arriver par la suite. Donc, c'est quand même quelque chose de... un objet technologique et un objet qui a généré une aventure humaine. Et pour conclure sur ce point, bien qu'il reste à le développer et l'industrialiser, je voulais vous faire partager l'entrain des équipes qui ont développé Hybride Air sur le sujet. Je vais vous repasser un petit film. Octobre 2009, 4 ingénieurs ont une super idée. C'est bon, c'est bien monté? Ok, tu me vois, tu m'entends? On y va alors? On avait 8 mois pour faire l'épreuve. Une voiture de la feuille blanche jusqu'à présentation au comité de direction. Je le veux au mois de juin 2010. Et ça a été absolument incroyable. Il fallait des bras, des compétences et un lieu de travail où on sera tranquille. Je décide d'arrêter tout un tas de projets pour me concentrer à 100% sur Hybride Air. C'est vraiment une structure commando, un esprit de commando. On est parti d'une toute petite équipe qui est montée en puissance par la suite. Petit à petit, ça s'est rempli et on a vu que le projet prenait de la substance. Moi, on m'a présenté ça un peu comme ça. Voilà, on a besoin de faire un véhicule hybride. Tu réfléchis, tu me réponds dans la journée. Je dis oui. Allez, on y va. Avril 2010, on présente une maquette statique et un film. On fait une maquette en plastique qu'on présente en taille réelle. Ça a convaincu rapidement notre hiérarchie, et ce qui fait qu'on a eu rapidement la pression aussi. On commence les tests. 3 équipes, 3 sites travaillent sur le projet. On a démarré dans une cave de Vélizy, sur une planche en bois. On ne savait pas trop comment ça allait se passer en fin de compte. Je retiens la synergie qu'on a pu avoir en étant en vase clos. Premier essai réalisé donc par tout le comité de direction, toute l'équipe est mobilisée pour faire une opération qui finalement n'a pris que 2 minutes. La voiture a démarré. Et ça s'est bien passé. Un vrai succès. Juin 2010, c'est le comité innovation. Certains n'ont pas dormi la nuit pour faire avancer le projet. On doit réaliser un proto roulant. Oui, c'est synonyme de nuit blanche, de travail intensif. On s'est tâté sur les choix de concept et puis au bout d'un moment, on est parti sur la bonne solution. On nous donne 1 semaine pour démontrer que la technologie est réaliste et viable. C'est là que naît notre start-up. On travaille comme une start-up, avec beaucoup d'autonomie et de décision et de prise de risque. Il y a une chose qui m'impressionne tous les jours, le fait que mes collègues techniciens soient capables de trouver des solutions à tout, c'est quelque chose d'assez splendide. La force de ce projet, elle est avant tout humaine. Janvier 2011, on s'installe à Carrière sous Poissy. On a tous signé un accord de confidentialité qui nous disait qu'il fallait en parler à personne, ni même qu'on était sur le projet. On nous a rajouté des films plastiques sur les vitres pour éviter qu'on nous voit de l'extérieur. Ce qui nous a rendu un petit peu sensibles à la lumière en sortant, style vampire, quoi. Ma famille, mes enfants n'ont pas su, avant cette date du 22 janvier, ce que je faisais au boulot depuis 1 an et demi à partir de cette date. Début 2012, on se rend compte que Bosch fait des choses sur ce sujet. On avait tout à fait intérêt à travailler ensemble pour voir comment ces technologies pouvaient aboutir sur le marché. On est toujours, en fait, depuis le début, en contact avec PSA. J'ai 3 mots qui me viennent à l'esprit lorsque je pense au projet: créativité, efficacité et je dirais enthousiasme. Les mois suivants, on est acclamé en standing ovation par les directeurs. Mais il nous reste pas mal de travail encore. De savoir qu'on avait atteint la totalité de l'objectif, là, c'était le bonheur. C'est quelque chose que je referai tout de suite, bien sûr. La fierté totale, elle sera là quand on pourra acheter la voiture, la conduire et rouler sur la route pour se déplacer avec sa famille. J'y étais dès le départ, j'y suis à l'arrivée et maintenant je roule dedans. Hybride Air, c'est 180 personnes motivées qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et l'épopée est loin d'être finie. Donc je pense que la meilleure des conclusions, elle a été donnée par les participants au projet. Je vous remercie de votre attention. Alors, il me reste 5 minutes pour les questions, mais rassurez-vous, je vais rester un moment près de la maquette. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Je vous laisse la parole pour les 5 minutes à venir. Eh bien, merci et à tout à l'heure. C'est toujours la première question la plus dure, hein. Merci.
merci pour cette belle présentation enthousiasmante. Vous avez dit surtout au début que ce que vous essayez de viser, c'est un coût pas trop cher. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose du positionnement cible en coût par rapport à un véhicule essence ou un véhicule diesel? Alors vous l'avez vu sur le schéma, mais je vais vous le redire quand même. Hein. Oui, merci. Le premier schéma que je vous ai présenté avec les zones, les jaunes, les verts, les bleus, etc. Vous avez vu qu'Hybrid Air, il est à peu près au prix d'un diesel avec une boîte automatisée. C'est l'ordre de grandeur. Alors après, c'est variable en fonction des constructeurs, donc je ne vous donnerai pas de prix, mais l'ordre de grandeur, gardez-le de cette façon. Diesel, boîte auto. Merci. Quand pourra-t-on acheter ce véhicule? Alors on est en fin d'innovation. Fin d'innovation et on prend un schéma standard, c'est 3 ans et demi, 4 ans. Bon, pour une techno nouvelle, ça sera peut-être plus proche de 4 ans que 3 ans et demi. Donc on est fin 2017, début 2018. Bonjour, juste une petite question. Pourquoi l'avoir annoncé aussitôt alors? Alors, pourquoi l'avoir annoncé aussitôt? Je vais étendre un petit peu le débat aujourd'hui. C'est que vous n'êtes pas sans savoir que les temps sont un petit peu durs pour PSA. Et entretenir une innovation telle que celle-ci en rupture et la maintenir active avec une force de frappe de l'ordre de 180 personnes, il faut une capacité de financement qui n'était pas forcément disponible que par l'intermédiaire de PSA. Donc la communication a eu pour but, premièrement, d'aller trouver des partenaires. On a parlé de Bosch, il y a d'autres partenaires qui ont collaboré avec nous et qui nous ont permis d'entretenir cette flamme et surtout le financement pour aller au bout de cette innovation. La raison majeure, elle est là. Bonjour, merci pour votre présentation. On a vu dans votre exposé que la technologie Hybrid Air prend surtout son intérêt en circulation urbaine. Est-ce que cette technologie sera adaptable à des voitures beaucoup plus petites que la C3, telles que la C1, dont l'utilisation est surtout axée pour la ville? Alors, la réponse est oui et non. C'est-à-dire qu'à prestation équivalente, on va commencer à avoir du mal à adapter Hybrid Air à une petite voiture comme C1. Donc on va faire des compromis. Le point qui va être bloquant, c'est la taille des accumulateurs. Donc vous prenez une C3, il y a une place donnée, vous prenez une C1, il y en a un petit peu moins. Donc je vais perdre de l'énergie et donc je vais avoir des prestations qui vont être un petit peu inférieures à celles qu'on est capable de présenter sur une C3. C'est vrai quand on part vers le haut, quand on prend le segment B et qu'on va attaquer le segment C, on aura plus de place et on va pouvoir dimensionner différemment. On a visé le segment B parce que le segment B, c'est quelque part en Europe le véhicule urbain par excellence. Et comme l'hybride, qu'il soit Hybrid Air ou hybride électrique d'ailleurs, sa cour de récréation, c'est la ville, hein, c'est pas l'autoroute. Vous faites Paris-Marseille avec un hybride électrique, vous allez consommer comme un essence. Vous faites de circuits urbains dans Paris ou dans Rouen, vous allez consommer beaucoup moins. Donc le terrain de jeu d'un hybride, premièrement, c'est la ville, qu'il soit air ou électrique. Donc on a visé des véhicules électriques, on a visé un petit véhicule, pas le plus petit de la gamme, mais on a visé un petit véhicule, parce que si on y arrivait sur un petit véhicule, on pourrait monter dans les autres relativement facilement. Donc c'était le bon compromis pour ces proof of concept sur la technologie. Donc oui, on peut, mais les prestations seront à un équilibre différent. La technologie hydraulique et air comprimé, accumulateur, va-t-elle générer un coût de maintenance supplémentaire pour l'utilisateur? La réponse est non. Ce sera plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dimensionnement de cette technologie fait que aussi bien l'accumulateur que l'huile de traction est à vie pour le véhicule. Donc on n'a pas de maintenance et de choses comme ça qui vont arriver dédiées à cette technologie. Quand bien même il y en aurait, donc on va peut-être être obligé de recharger un petit peu en azote l'accumulateur ponctuellement, on va se caler sur les pas de maintenance existants pour le véhicule. Donc on ne crée pas de coûts complémentaires pour le client. Donc quand on fait un TCO, le Total Cost of Ownership, on arrive à des niveaux qui sont un peu plus bas que le diesel. Donc on est très compétitif sur le sujet. Et au bout de 5 ans, on ne change pas la queue.
contrairement à d'autres. J'aime beaucoup l'électrique, hein. Je lance des pics, mais PSA fait de l'électrique, croit en l'électrique, mais c'est quelque part des éléments de différenciation qu'il faut avoir en tête. Ça ne va pas plus loin que ça. Oui, bonjour, merci pour cette belle expérience humaine. Est-ce que du point de vue agrément acoustique, on a les mêmes performances qu'un hybride électrique? C'est une question que j'ai souvent, et généralement je ne réponds pas à la question, je donne un exemple. Parce que caractériser avec les mains et avec la voix une performance acoustique d'un véhicule, c'est toujours un petit peu difficile. J'y arrive pas personnellement. Donc, je prends le contre-pied en disant, dans le cadre de la question pourquoi avoir présenté si tôt, pour chercher des financements. Et pour chercher des financements, on a été voir nos compétiteurs, c'est-à-dire qu'on a été voir d'autres constructeurs qui potentiellement pourraient être intéressés par ce type de technologie. Et on a été voir, entre autres, BMW. Et BMW... ils ont eu exactement la même approche que la question. Ils ont dit, ils vont nous amener un truc, ça va faire du bruit, c'est même pas la peine. Par contre, pour les relations qu'on a eues à une époque jadis entre PSA et BMW, on accepte, on fait venir les gens donc, sur le terrain de jeu dans les environs de Stuttgart, ouais, c'est ça. On fait venir la voiture et puis on leur fait essayer. Et donc, ils nous ont fait venir, ils ont dit, bon, très bien, venez nous présenter votre produit. Donc, on a fait une présentation formelle le matin, un peu du type, un peu plus détaillé, avec des valeurs, des équations, etc. Et puis, l'après-midi, donc, c'était essai du véhicule. Et ils nous avaient localisé dans le même hangar que les véhicules i3 qui à l'époque, étaient en fin de développement. Donc, silencieux, comme de l'électrique, on va dire. Bon, très bien, on a dit, OK, on y va. Et on est en Allemagne, c'est le patron qui essaye en premier. Donc voilà le patron qui rentre dans la voiture. Donc moi j'étais à côté pour lui expliquer éventuellement s'il y avait des questions. Il me dit alors on peut y aller? Je lui dis bah oui, il suffit d'accélérer. Ah bon? Elle tourne la voiture? Je lui dis oui. Enfin elle tourne pas, elle est en marche. Bon, très bien. Il accélère, il part, il fait allez 15-20 mètres, il s'arrête. Je dis merde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui lui plaît pas, etc. Il se retourne vers moi, il fait mais elle fait moins de bruit que l'électrique. Donc, ça répond un peu à la question. On est parvenu, ça a été un killer point du projet dès le départ, tout comme la SDF d'ailleurs. Et on s'est attaché dès le départ à avoir un niveau de performance acoustique qui soit du niveau d'un véhicule que le client achète aujourd'hui. Et on y est parvenu.